Prêt? Je m'appelle Miranda Watson. J'ai grandi à Belmont, dans le New Hampshire. C'est une petite ville. Tout le monde se connaît. On est tout le temps dehors. Il y a des pistes de randonnée et de VTT. On fait confiance aux gens. On a la chance d'être entouré de lacs et de montagnes. C'est une région magnifique. J'ai passé ma vie sur les terrains de sport. Je m'y sentais en sécurité. Au lycée de Belmont, il y avait le groupe des pestes. Il m'est arrivé d'être rangée dans cette catégorie, mais j'étais amie avec beaucoup de monde. J'ai grandi à Belmont. J'y ai fait toute ma scolarité. Là, c'est moi en 2012, quand j'avais 17 ans. Le sport était toute ma vie. J'ai beaucoup fréquenté les athlètes. Je suppose que j'appartenais à ce groupe. À Belmont, on nous collait beaucoup d'étiquettes. Il y avait le groupe des sportifs, il y avait, pas les intellos, mais les fanas d'informatique. Il y avait aussi des gens qui n'étaient pas vraiment exclus, mais qui avaient peut-être du mal à trouver leur place. Je crois qu'à Belmont comme ailleurs, on n'était pas tendres les uns avec les autres. Je m'appelle Brittany. J'ai grandi à New Hampton, dans le New Hampshire. Me voilà à 17 ans, au lycée Newfound Regional. J'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans. Ça a été très dur. Je n'étais encore qu'une enfant. Et pour couronner le tout, c'était mon meilleur ami. J'ai vécu quasiment toute ma vie avec mes grands-parents. Et parfois ma mère. Ma grand-mère est décédée en 2015. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que moi et mon grand-père. Coucou. Salut. J'ai ton médicament. On se soutient. Comment tu te sens? Faible. Faible? Ouais. On est vraiment tout l'un pour l'autre. Ok, je t'aime. Moi aussi. Quand on est ado dans une petite ville où il n'y a rien à faire, on va sur Internet pour discuter et se faire de nouveaux amis. Facebook était tout nouveau et on voulait tous avoir le plus grand nombre d'amis possible. C'était notre but à l'époque du lycée. Il n'était pas rare d'ajouter des gens qu'on ne connaissait pas du tout. C'était une question de likes. On voulait en avoir le plus possible à chaque photo. Ça montrait si on était populaire. On se sentait obligé d'alimenter notre profil, de le mettre à jour, de changer sans arrêt de statut ou de poster de nouvelles photos. Je publiais tout. Mon numéro de portable était sur le site. Tout était accessible publiquement. Un jour, j'ai reçu un message sur mon téléphone d'un certain James McRow. Il me demandait où j'habitais et ce que j'aimais faire de mon temps libre. Je me suis dit qu'il voulait qu'on devienne amis. Quelqu'un prenait le temps de s'intéresser à moi, ce qui est rare dans une ville où on connaît tout le monde depuis la maternelle. On ne pose plus vraiment de questions, puisqu'on connaît déjà toutes les réponses. Alors au début, on a un peu flirté.
Au départ, c'était une simple demande d'amis sur Facebook. Il s'appelait Seth Williams. À l'époque, tout le monde acceptait tout le monde. Je l'ai ajouté comme ami et il m'a envoyé un simple message pour dire bonjour, très normalement. Et puis il m'a posé des questions. J'ai répondu en minaudant un peu. Ensuite, c'est devenu bizarre. J'avais 17 ans quand tout a commencé. Il m'a écrit alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Je lui ai demandé qui il était et il m'a répondu « Seth Williams ». J'étais sur mes gardes parce que je n'avais pas la moindre idée de qui ça pouvait être. Si je ne lui répondais pas, il m'écrivait non-stop. Il m'inondait de messages. Ce petit jeu innocent est vite devenu pénible. Il s'est mis à me demander ma taille de bonnet de soutien-gorge, ce qui m'a carrément refroidi. Il m'a demandé si j'aimais faire des trucs au lit avec des gens et dans quelle position. Il voulait connaître des détails sur tout un tas de choses dont vraiment je n'avais pas envie de parler. Il m'a demandé des photos, d'abord de ma tête, tout en étant gentil et rassurant pour m'encourager. Et puis, il a voulu des photos plus explicites. C'était la première fois que quelqu'un me demandait des photos de moi nue. Il m'a parlé des photos que j'avais publiées sur Facebook. Il m'a raconté qu'il les avait toutes sauvegardées et qu'il aimait se masturber en les regardant. Et de là, il m'a demandé des photos de ma... comme il disait. Là, j'ai commencé à flipper. Je me suis dit que ce n'était pas normal de faire ça, surtout à mon âge. Il aurait pu se passer tellement de choses. Ça aurait pu détruire ma réputation. Je ne savais pas du tout qui c'était. À l'automne, j'ai assisté à un match de foot au lycée Laconia. Pendant le match, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il me voyait. Ça m'a fait un choc. J'ai senti mon estomac se nouer, comme un avertissement. J'en étais malade. Ce type était là quelque part, sans que je puisse savoir où. Je ne comprenais pas comment il savait que je serais au stade. Je me suis demandé s'il m'avait suivi jusqu'à chez moi. C'était angoissant. Je ne me sentais plus en sécurité. Je n'ai pas osé en parler à mes parents. J'avais presque honte que quelqu'un me demande ce genre de photos. Quand on est une fille à Belmont, si on raconte qu'on est harcelé, on se prend des remarques. Les gens vont penser qu'on cherche à attirer l'attention. Ils n'imaginent pas à quel point c'est difficile de vivre cette situation. C'était incessant. J'étais harcelée de messages. Ils étaient de plus en plus crus.
Chaque fois que j'entendais mon téléphone vibrer, je sentais l'angoisse monter. Je n'en voyais pas le bout. Un jour, j'ai reçu un message d'une amie me demandant pourquoi je lui envoyais tous ces messages. Je lui ai dit, « Quel message? Je ne t'ai rien envoyé. » J'ai voulu me connecter à Facebook, mais je n'ai pas pu. Ça disait que mon mot de passe était faux. J'ai réessayé plusieurs fois. J'ai retapé mon mot de passe, mais impossible de me connecter. Je me suis mise à trembler en pensant, mais qu'est-ce qu'il se passe? J'ai voulu me connecter à mon compte, mais je n'ai pas pu. Ce qui était bizarre. C'est là que plusieurs amis m'ont contacté pour me dire que le statut de mon profil Facebook disait que j'avais été piratée. On a vu que c'était Cess. Ça m'a mise en colère. Je ne comprenais pas pourquoi il s'en prenait à moi comme ça. J'étais au lit un soir quand j'ai reçu un message de lui. Il disait que si je lui envoyais des photos de moi nue, il arrêterait de me harceler. Il les voulait là, tout de suite. Il n'arrêtait jamais. Je venais d'être acceptée à l'université et j'avais une adresse email dédiée qui me permettait de contacter tous les professeurs et les étudiants. Il m'a menacée. Si je ne lui envoyais pas de photos de mes seins avant un certain délai, il piraterait ma boîte mail de l'université. L'année n'avait même pas encore commencé et il allait tout détruire. J'ai perdu tout espoir, je ne contrôlais plus rien. Je n'aurais jamais imaginé que ça prendrait une telle ampleur, qu'il allait pirater mon compte Facebook et se faire passer pour moi auprès de toutes mes connaissances. Il a essayé d'obtenir les numéros de téléphone d'autres filles. J'en avais marre, j'étais furieuse. Chaque fois que je changeais mon mot de passe, il le piratait. Il a fini par m'écrire pour me dire que si je ne lui donnais pas des numéros de filles, il ne me rendrait jamais mon compte Facebook. Ça durait depuis des mois. J'ai compris que je ne gagnerais jamais cette guerre toute seule. Alors j'ai fait appel à l'inspectrice Moulton. « 205-200. Bonjour, inspectrice Rachel Moulton de la police de Belmont. Dites-leur qu'on arrive à Laconia. Quand tout a commencé, j'étais la seule inspectrice au sein de ce poste de police. Nos services n'étaient pas du tout préparés à ce genre d'affaires. De plus en plus d'adolescentes sont venues me raconter leur histoire. Celui qui les harcelait utilisait plusieurs patronymes. Cess Williams, Cess Banks, James McHugh. Il dissimulait son identité en empruntant différents noms. Beaucoup de ces filles ont tenté de gérer ça toutes seules, pendant des mois. Elles étaient terrifiées. Elles avaient peur de rentrer chez elles. Il y a peut-être des éléments que je ne peux pas vous laisser filmer. Des photos des filles. Certaines ont accepté d'envoyer des photos d'elles nues en pensant qu'ils les laisseraient tranquilles. En classe, j'ai vu une fille qui pleurait. Elle m'a expliqué qu'elle avait rencontré un mec en ligne, qu'il s'appelait Cess Williams, qu'il s'était rapproché et qu'elle lui avait envoyé des photos d'elle nues. Et là, il lui a annoncé qu'il allait rendre ses photos publiques.
J'étais complètement sous le choc. J'ai compris qu'on était très nombreuses à être harcelées par ce type simplement par Internet. Il y avait beaucoup d'inconnus. Je ne voyais pas comment j'allais pouvoir résoudre cette affaire. Il était possible que ce soit un réseau de plusieurs personnes, dont le but était d'obtenir des photos de filles nues. Il utilisait plusieurs numéros de téléphone, référencés dans d'autres États à travers tous les États-Unis. On a appelé tous ces numéros. Ça n'a rien donné. Silence radio. J'ai fini par aller voir la police. Mais on m'a dit qu'identifier cette personne prendrait beaucoup de temps. J'ai tout de suite perdu espoir. Je me sentais observée où que j'aille. C'était un sentiment terrifiant. Ça a totalement bouleversé mon quotidien. Je ne voyais plus mes amis parce que j'étais persuadée qu'ils savaient où j'allais. Je préférais rester chez moi, en sécurité. Un jour, James McCrow m'a écrit pour me dire qu'un paquet allait arriver chez moi et qu'il fallait que je le réceptionne. J'ai eu très peur. Je me suis dit, il sait où j'habite. Il a mon adresse. Quelqu'un a frappé à la porte. Je ne savais pas qui c'était. J'avais peur qu'il soit devant chez moi. Un inconnu qui menaçait de me faire du mal était peut-être à ma porte. J'étais chez moi quand quelqu'un a frappé à la porte. J'ai eu très peur. J'étais terrorisée. Qu'est-ce qui allait se passer? C'était le facteur. Il avait un paquet pour moi. Je l'ai pris. Mon cœur battait à toute vitesse. Je me demandais ce que ça pouvait être. J'ai décidé de l'ouvrir tout de suite pour voir ce qu'il m'avait envoyé. C'était un vibromasseur. Mon cœur s'est arrêté. J'ai eu envie de vomir. Et là, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Il voulait que je me filme en train de l'utiliser et que je lui envoie la vidéo. Soudain, j'ai compris que toutes les questions qu'il m'avait posées étaient mes questions de sécurité. C'est comme ça qu'il a pu pirater mon compte Amazon et obtenir mon adresse. Je me suis dit, s'il peut faire tout ça, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il se rapprochait de plus en plus de moi et de ma maison. C'est celle de mon grand-père. Il n'a pas demandé à vivre ça. Et moi non plus. J'avais un très gros problème et je devais trouver une solution au plus vite. Cess a à nouveau piraté mon compte Facebook. Il m'a menacée et il m'a dit que si je lui envoyais des photos de moi nue, il me rendrait mon mot de passe. Je voulais en finir. Miranda Watson est venue au poste et elle m'a autorisé à me servir de son téléphone. Je lui ai dit, je vous laisse faire. Je devais localiser cette personne. Mon objectif était de savoir s'il était du coin.
Je lui ai dit, ça te dit de me rejoindre à l'arc? Il s'agit d'un arc commémoratif que seuls les gens de Belmont connaissent. Quand on est ado, c'est là qu'on vient faire nos photos pour le bal du lycée, ou qu'on donne rendez-vous à nos amis ou à nos rencarts. On essayait d'aller dans son sens pour le piéger et le convaincre de me rencontrer. J'avais un peu peur à l'idée de devoir poireauter sur un banc, à attendre que ce parfait inconnu qui me harcelait vienne me rejoindre. Quand j'ai vu qu'il ne connaissait pas l'arc, j'ai compris qu'il n'était pas du coin. Du coup, on n'a pas réussi à le faire venir, et on a compris qu'on n'arriverait pas à l'attraper comme ça. Soit il mentait, soit il n'était pas de la ville. Je me souviens avoir accusé le coup. J'étais déçue. C'était raté. Ensuite, il s'est mis à me dire qu'il allait m'envoyer des photos d'autres filles nues jusqu'à ce que je lui en envoie une de moi. J'ai reçu des tas de photos de filles de mon lycée que je connaissais. Je me souviens avoir reçu une photo d'une autre fille. On voyait une fraction de son visage et je l'ai reconnue à sa silhouette. La photo était très explicite. Elle y montrait ses parties intimes. Elle était assise. Pardon, j'ai beaucoup de mal à en parler. Accordez-moi une minute. Je ne pensais pas que ce serait si dur. C'était il y a longtemps. C'était horrible. J'étais tellement mal pour elle. J'ai fait des captures d'écran de leur téléphone. J'ai relu plusieurs fois l'intégralité du dossier pour vérifier que je n'avais raté aucun détail. Et j'ai remarqué qu'en bas des textos qu'elle recevait, il était écrit que le message avait été envoyé via Text Free d'une société baptisée Pinger. Pinger fournissait l'identifiant UDID du téléphone. Ce numéro signifiait que la personne utilisait un téléphone Apple. C'était peut-être la clé qui nous permettrait de reconstituer le puzzle. L'une des jeunes filles lui a envoyé les photos qu'il demandait, mais il a continué à lui en réclamer d'autres. À une autre, il a dit que si elle ne lui envoyait pas plus de photos, il publierait sur Facebook celles qu'elle lui avait déjà envoyées. Un soir, alors que j'étais chez moi, l'une des adolescentes m'a appelée. J'ai tout de suite compris qu'il avait mis ses menaces à exécution. Un soir, j'étais dehors avec des amis quand j'ai reçu une demande d'amis Facebook de la part d'une fille que je connaissais depuis l'école. Ça m'a paru bizarre.
J'ai accepté et quand j'ai regardé son profil, il n'y avait que des photos d'elle nue. Des photos sur lesquelles on voyait son visage. Je me suis tournée vers mes amis complètement sidérée. On ne savait pas quoi faire ni comment réagir. C'était le truc le plus dingue que j'ai jamais vu. Les jours suivants au lycée, on voyait bien qu'elle était mal à l'aise. C'était une fille discrète. Elle n'aurait jamais fait de mal à une mouche. Elle était adorable et elle ne méritait pas une chose pareille. Après le match de foot à Laconia et après avoir été piratée, je n'avais plus confiance en grand monde, parce que ça pouvait très bien être quelqu'un que je connaissais. J'étais sur les nerfs. Sachant qu'il était là quelque part, je ne savais pas qui c'était. Je me sentais souvent observée. J'avais l'impression de devoir toujours rester sur mes gardes. C'était usant. Je n'osais plus sortir de chez moi. J'avais peur qu'il m'attende derrière la porte. Ou qu'il aille à mon travail, ou à mon lycée. J'avais très peur. Je ne savais pas qui c'était, où il était, ni de quoi il était capable. C'était frustrant. De plus en plus de victimes venaient porter plainte pour dire qu'elles étaient harcelées et persécutées par cette personne. Une jeune fille m'a dit que Cess connaissait l'adresse de son travail. En sortant du travail, elle a découvert que sa voiture avait été vandalisée. Elle était dans tous ses états. Il était passé à la vitesse supérieure et on avait eu tort de penser qu'il n'irait pas plus loin. On a commencé à redouter un possible kidnapping. Il y a beaucoup de recoins sombres où se cacher près de chez moi. La nuit, au moindre petit bruit dehors, je me mettais à trembler. Je me disais que c'était lui qui approchait de la maison et qu'il allait surgir à ma fenêtre. J'avais tellement peur que j'ai fini par aller m'acheter une arme à feu. Je savais qu'il ne bluffait pas, qu'il connaissait mon adresse. Je voulais être prête. Je ne voulais pas en arriver là, mais je ne voyais pas d'autre solution. J'ai fini par recevoir les informations réclamées à Apple. L'appareil appartenait à l'une des victimes, ce qui n'avait pas le moindre sens. Mais je savais également que le prédateur utilisait différents noms pour cacher son identité. J'ai continué à éplucher les relevés et j'ai découvert que l'adresse de facturation pour cet appareil était au nom de Ryan Valley. C'était la première fois que ce nom apparaissait. J'ai commencé par vérifier s'il avait été élève au lycée de Belmont. De très nombreuses victimes y avaient fait leur scolarité. J'ai découvert que Ryan Valley avait 18 ans et qu'il avait fréquenté ce lycée. Il était de la même année que les victimes. C'était un énorme bond en avant dans notre enquête. Parmi les adresses que j'ai pu obtenir, il y avait celle de Ryan et de son père à Laconia. Je devais absolument me rendre sur place.
Laconia se trouve en bas de cette colline. C'est à cette adresse que Ryan Vallée était censé habiter avec son père. Quand je suis arrivée, la maison était en travaux et personne n'y vivait. C'était décourageant. Où est-ce qu'il pouvait bien être? La situation a dégénéré. Les messages devenaient de plus en plus nombreux. 26 jeunes filles ont déposé plainte. On était submergés. Nos effectifs étaient insuffisants pour gérer une enquête aussi complexe. Heureusement, on a pu contacter les services secrets. On nous connaît surtout pour la protection rapprochée du président. Mais notre service est aussi chargé de mener des enquêtes. On avait affaire à un cyberprédateur pour qui contrôler ses victimes était comme une drogue. Et s'il augmentait la dose? Ces jeunes filles vivaient dans la peur qu'il surgisse soudainement pour s'en prendre à elles. Il en était capable. L'une d'elles a même dit que ça devenait trop dur et qu'elle songeait au suicide. Compte tenu de la situation, il fallait agir. On a donc décidé d'arrêter Ryan Vallée et de le placer en détention. Cet interrogatoire a été l'un des plus bizarres de ma carrière. Il était comme absent. Il ne nous a jamais regardés dans les yeux. Et il a passé tout l'interrogatoire à se frotter les cuisses avec les mains, d'avant en arrière, sans s'arrêter. Vallée n'a jamais fait le moindre aveu de culpabilité. Jamais. Il a répété qu'il n'avait rien à dire et qu'il ne savait pas de quoi on parlait. L'agent des services secrets a fouillé son téléphone et a découvert que tout le contenu avait été effacé. On lui a ordonné de nous restituer tous ses appareils électroniques. Après ça, pendant quelque temps, le harcèlement s'est arrêté. Donc c'était bien lui. Et l'arrestation avait porté ses fruits, puisque la menace immédiate avait disparu. Plus de contact avec les victimes, plus de dépôt de plainte, aucune nouvelle victime. Tout s'est arrêté. On avait ses appareils et il avait reçu l'ordre de ne plus se connecter. Il fallait qu'on découvre comment c'était possible. On a fait appel à un agent techniquement très qualifié, l'agent Matt O'Neill. On m'a contacté pour tenter d'identifier le coupable. Je suis spécialisé dans les enquêtes en ligne sous couverture. Je me suis donc fait passer pour la jeune fille qui l'harcelait. En communiquant régulièrement avec lui sur Facebook, on a pu déterminer d'où il se connectait. Très vite, on s'est rendu compte qu'il se connectait depuis des bornes Wi-Fi publiques disséminées dans toute la région des lacs du New Hampshire. On a identifié plusieurs adresses IP à Guilford, une ville à quelques kilomètres seulement de Belmont dans un complexe d'immeubles. C'était une nouvelle piste. À ce stade, on ne savait pas si c'était important ni qui pouvait bien se connecter à cette adresse. On a donc placé ces résidences sous surveillance. Et surprise,
Ryan Valley est sorti de l'une d'entre elles. C'était un sacré rebondissement. Car la difficulté dans une enquête sur Internet, c'est de déjouer ce qu'un procureur a un jour appelé « la défense, c'est pas moi, c'est un autre ». Mais puisqu'on avait vu Ryan Valley à l'adresse IP utilisée pour communiquer et harceler les victimes, on savait qu'on disposait de suffisamment de preuves pour obtenir une condamnation. On l'a suivi, il conduisait la voiture de sa mère. On s'est arrêté derrière lui. On voulait le placer en garde à vue. Il était arrêté au feu rouge. Et puisqu'il n'avait jamais été violent, le lieu nous paraissait approprié. On s'est approché, l'arme au poing. Il s'est mis à crier « Non ! Non, non, non !» J'ai tenté de l'empoigner pour le faire sortir de force du véhicule, en vain. Il a réussi à enclencher une vitesse et il est parti, entraînant un agent accroché à la portière passager. À ce moment-là, j'ai compris que l'affaire allait prendre une autre tournure. Le sergent m'avait demandé d'attendre au volant d'une voiture de police, au cas où la situation tournerait mal. J'ai vu M. Valley démarrer sur les chapeaux de roue au feu rouge. C'est à cet instant que je l'ai pris en chasse. Il roulait à près de 95 km/h sur une route limitée à 50. Il a ensuite roulé à contresens, sans se soucier des potentielles victimes. Ensuite, il a tourné à droite. Je savais que c'était une impasse et qu'il était coincé. Je suis descendu et j'ai brandi mon arme. Monsieur Valley a eu l'air d'hésiter. J'ignorais s'il était armé et ce qu'il était en train de faire. J'ai réussi à le faire s'allonger face contre terre ici. J'avais mon arme braquée sur lui et il me criait de ne pas la pointer sur lui. « Rangez votre arme, rangez votre arme !» J'ai écarté ses jambes au maximum. D'autres unités sont arrivées et M. Valley a été placé en détention sans autre incident. Après son arrestation, on a trouvé son sac à dos dans la voiture. Il contenait une housse de rangement de Nintendo DS. À l'intérieur, il y avait un smartphone. On a découvert qu'il visitait des sites de pédopornographie et qu'il avait fait des recherches sur comment être en cavale en hiver. Dans son téléphone, on a retrouvé les photos des victimes depuis le tout début. C'était la preuve irréfutable qu'il nous fallait. Quand j'ai appris qu'on l'avait arrêté, c'est comme si on avait retiré un poids énorme de mes épaules. J'ai eu l'impression de revivre. Sa mère était ma nounou quand j'étais petite. J'allais chez lui tous les jours. Quel choc! Ryan Valley avait passé un peu de temps dans mon école. Je me souviens qu'il restait assis tout seul au fond de la classe et qu'il était très discret. Ça fait très bizarre de se dire que je le connaissais depuis la maternelle. Quand je regarde de vieilles photos, il est partout. Ça fait peur de se dire qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Quelles épreuves il a bien pu traverser pour vouloir faire une chose pareille. Ne laissez pas le charme d'une petite ville vous convaincre qu'elle ne cache aucun secret honteux. Je connaissais Ryan Valley depuis tout petit.
Quand j'ai appris ce qu'il avait fait, ça a été comme une claque. Je n'en revenais pas, c'était horrible. Pourquoi il a fait ça? Je suis sûr à 110% qu'il se sentait impuissant et qu'il voulait reprendre le contrôle. Il a vécu un enfer pendant ses 3 années de lycée. Je me souviens encore du jour où il a débarqué chez moi, couvert de dessins au feutre que les autres lui avaient faits après l'avoir drogué pour qu'il s'endorme. Ryan a été tellement persécuté par les autres que ça a dû déclencher quelque chose en lui, faire surgir une version plus malfaisante que personne ne soupçonnait. J'étais écœuré qu'un de mes meilleurs amis ait pu faire quelque chose d'aussi ignoble, d'aussi abject. Ça me hantera pour le restant de mes jours. Ça fait partie des affaires que je n'oublierai jamais. Trop de jeunes filles ont souffert aux mains de cette personne. Il a bouleversé leur vie à jamais. Je raconte mon histoire parce que j'aimerais éviter à d'autres de vivre ce que j'ai vécu. La douleur qu'on éprouve, ce sentiment de peur et de dégoût. Aucun adolescent ne devrait être victime d'extorsion. Si quelqu'un exige quelque chose de vous, ne l'écoutez pas. N'envoyez pas la photo. Rien ne vous y oblige. Ce n'est pas votre faute. Vous n'avez rien fait de mal. Il y a des gens qui peuvent vous soutenir et qui sont là pour vous aider. Pour une jeune fille, les réseaux sociaux sont le lieu de tous les dangers. On peut être harcelé, menacé. C'est terrifiant. Ce qui compte, c'est de le signaler et de se faire aider. On a toutes pu agir et être entendues. Tout commence par une nuit d'automne, froide, humide, enveloppée de brouillard. Une petite ville tranquille, perdue au cœur de la province, s'endort derrière ses fenêtres closes. Mais à 23h45, une silhouette disparaît. Une jeune femme de 20 ans, étudiante sans histoire, quittant son travail pour rejoindre son domicile à pied. Elle ne franchira jamais le seuil de sa maison. Son sac est se retrouver intact, posé contre un mur. Ses clés gisent au sol, abandonnées comme arrachées de sa main. Plus aucun signe d'elle. C'est le choc. Les rues vides deviennent soudain un décor de cauchemar. Les journaux du lendemain martèlent déjà les gros titres. Disparition mystérieuse, communauté sous le choc. La police locale réagit vite. Barrage, fouille, chien pisteur. On scrute les caméras de surveillance encore balbutiantes des années 90. On interroge voisins et passants. Tout se brouille. Certains parlent d'une voiture sombre garée trop longtemps, d'autres jurent avoir entendu un cri étouffé dans l'allée derrière le café. Rien de concret, tout se contredit. Le mystère s'épaissit, la peur s'installe, les parents barricadent leurs portes plus tôt, les enfants ne sortent plus seuls, une disparition devient une onde de choc, une fissure dans la normalité. Les enquêteurs fouillent chaque recoin, champs, granges, entrepôts désaffectés. On draine même un étang, aucune trace. Les jours s'étirent, les semaines passent, la douleur s'enracine. La famille supplie à la télévision. Quelqu'un sait quelque chose. Parlez. Mais le silence est plus fort. Le silence devient une arme. Chaque témoin hésite, chaque mémoire s'embrouille. Les pistes se dessèchent, l'affaire bascule dans l'ombre. Un soir, un agent reçoit une enveloppe anonyme. Aucune adresse, aucune signature.
À l'intérieur, des lettres découpées dans un magazine. Elle n'a pas crié. Vous ne la retrouverez jamais. Le message glace le sang. Pas de trace ADN et pas d'empreinte. L'expéditeur a pris soin d'effacer toute preuve. C'est la première fois que l'affaire prend une tournure de jeu macabre, comme si le coupable se nourrissait de la douleur collective. Les médias flairent l'histoire. Les unes s'enchaînent. Cold case en devenir. Un prédateur dans la nuit. La petite ville n'est plus qu'un théâtre de peur. Pendant ce temps, les enquêteurs creusent dans la vie de la victime. Une étudiante sans dette, sans ennemis, entourée d'amis. Mais certains détails intriguent. Elle aurait confié à une camarade de classe se sentir suivie depuis quelques semaines. Elle se retournait souvent dans la rue, nerveuse, comme épiée. Personne n'y avait prêté attention. Mais maintenant, chaque regard en arrière devient une pièce du puzzle. Un profil se dessine. Quelqu'un qui observe, qui attend, qui choisit son moment. Les rumeurs envahissent les cafés. On accuse un professeur trop insistant, un voisin solitaire, un routier de passage. Les regards deviennent soupçons. Les conversations deviennent murmures. La communauté se fracture sous le poids de la suspicion. La police multiplie les interrogatoires, vérifie les alibis, mais rien ne colle. Les suspects sont écartés les uns après les autres. Le dossier s'épaissit de pages vides. Le temps devient l'ennemi. Un cliché vidéo, flou, granuleux, relance brièvement l'enquête. Une caméra de supérette a capté une silhouette portant un objet dans ses bras, 20 minutes après la disparition. Était-ce elle ? Impossible à affirmer. L'image est trop pixelisée. Les enquêteurs se heurtent à la frustration, les proches à la douleur. Chaque maigre indice devient une montagne d'espoir aussitôt réduite en poussière. Les mois se transforment en années. Le visage de la disparue s'imprime sur des affiches délavées, punaisées sur des poteaux rouillés. Chaque regard croisé rappelle le vide qu'elle a laissé. La ville continue de vivre, mais avec une ombre permanente. Une cicatrice qui refuse de guérir. Le mot cold case finit par apparaître dans les archives officielles. L'affaire entre dans la catégorie des mystères non résolus. Mais pour certains, ce n'est pas terminé. Un détective persiste, hanté par cette nuit. Il remonte les vieux dossiers, compare les disparitions similaires dans d'autres villes. Et un détail revient sans cesse. La description d'un homme au pas lourd, marqué d'une légère boiterie, aperçue près de plusieurs scènes. Rien de suffisant pour l'incriminer, mais trop répété pour être hasard. Le fantôme d'un suspect traverse les années, insaisissable. La peur se mue en légende urbaine. Les adolescents se racontent l'histoire au coin des rues. La fille disparue sans un bruit, happée par le brouillard. Chaque génération entretient le mythe. Mais pour la famille, ce n'est pas une légende. C'est une plaie ouverte, les nuits sans sommeil, les appels anonymes, les anniversaires fêtés dans le vide, l'absence qui hante chaque geste. Puis un autre choc survient. 10 ans après, un deuxième courrier anonyme. Cette fois, une photo floue, pliée en deux, montrant ce qui semble être une silhouette féminine assise, le regard vide. Impossible de confirmer son identité, mais assez pour raviver l'angoisse. Le message qui l'accompagne. Elle est toujours à moi. La police relance l'enquête, exhume les preuves, compare les écritures, cherche un ADN. Encore une fois, rien. Le jeu continue. Le prédateur se rit du temps. Le dossier devient obsession. Les enquêteurs parlent d'un fantôme méthodique, d'un chasseur invisible. Les années s'accumulent, la vérité se dérobe, mais les signes persistent. Un rythme, une méthode, une intelligence derrière le chaos apparent. La disparition n'est pas un accident. C'est une œuvre de patience, une orchestration macabre étalée sur des décennies. Et au bout de 25 ans, quand plus personne n'y croit, un nom ressurgit. Un suspect arrêté. Un homme banal en apparence, voisin discret, travailleur sans histoire. Mais dans ses affaires, on retrouve des souvenirs volés, des fragments de vie qui ne sont pas les siennes, des preuves qui relient enfin les points, qui réveillent les fantômes, qui transforment une légende en réalité brutale. La communauté, frappée de stupeur, comprend que le monstre avait toujours été là, à portée de regard, caché derrière une façade d'ordinaire. Le visage du suspect fait la une. Un homme gris, sans éclat, employé d'usine à la retraite, silhouette banale croisée 1000 fois, sans jamais éveiller le moindre soupçon. Les voisins jurent qu'il n'était qu'un fantôme social, poli, discret, invisible dans sa banalité.
Pourtant, dans le grenier poussiéreux de sa maison, les enquêteurs découvrent des boîtes en carton, soigneusement alignées, remplies d'objets appartenant à des femmes disparues, montres arrêtées à une heure précise, mèches de cheveux enveloppées dans du papier journal, carnets intimes arrachés de chambres vides. Chaque boîte est un trophée, chaque fragment un écho glaçant de vies interrompues. La presse explose. Cold case résolu, les journaux saturent d'images, le visage impassible de l'homme menotté, la maison scellée par des rubans de police, les cartons alignés comme un inventaire macabre. Les commentateurs parlent d'un collectionneur de vies volées. Les familles des disparus affluent, chacune espérant retrouver une trace, un signe, une réponse après des décennies d'attente. Le commissariat devient un théâtre de cris, de larmes, de visages usés par l'angoisse. Mais la pièce maîtresse manque toujours. Le corps de la jeune femme disparue cette nuit d'automne, 25 ans plus tôt. Sans elle, le puzzle n'est qu'une mosaïque incomplète. L'homme nie, joue de son silence, regarde droit devant lui comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. Les policiers sentent qu'il se nourrit du spectacle, qu'il se délecte de la panique qu'il suscite. Chaque question reçoit une réponse évasive, chaque confrontation un sourire glacial. Les enquêteurs replongent dans les archives. Chaque disparition des années 80-90 est réexaminée, chaque témoignage dépoussiéré. Les mêmes descriptions reviennent, toujours, un homme au pas lourd, une ombre dans le brouillard, une voiture sombre stationnée trop longtemps dans des rues désertes. Les cartes sont redessinées, les points reliés. L'ampleur du sillage laissé par le suspect est vertigineuse. Des villages entiers se souviennent de nuits de peur, de jeunes filles disparues, de rumeurs jamais confirmées. Les habitants parlent enfin. Une vieille voisine raconte avoir vu l'homme traîner près de l'arrêt de bus où la victime montait chaque matin. Un ancien collègue se rappelle ses absences inexpliquées les lendemains de disparition. Une serveuse affirme qu'il venait souvent au café de la jeune femme, toujours assis dans l'ombre, observant sans parler. Chacun regrette de n'avoir pas su voir, d'avoir confondu l'étrange avec l'ordinaire. La culpabilité se répand comme une deuxième peine. Puis surgit une découverte encore plus troublante. Parmi les boîtes, une cassette audio enregistrée sur un vieux magnétophone. La bande magnétique grésille, la voix est déformée, mais on distingue des mots, des phrases courtes, saccadées, un souffle lourd. On entend un nom chuchoté, celui de la disparue de 1994. L'enquête prend une dimension insoutenable. Le suspect n'est plus seulement un homme arrêté, il devient la personnification d'un mal ancien, organisé, méticuleux. Les familles s'effondrent. La mère de la victime hurle à la télévision. « Rendez-nous notre fille !» Le père reste muet, le regard perdu dans le vide, les mains crispées sur un vieux portrait jauni. La ville entière se fige dans une attente funèbre. L'arrestation n'apporte pas de paix, mais ravive la douleur. Les souvenirs se rouvrent comme des cicatrices mal refermées. La police fouille les moindres recoins de sa propriété. Le jardin est retourné, les murs sondés, les puits asséchés. On trouve des ossements d'animaux, mais rien de certain concernant les victimes humaines. Chaque pelletée de terre nourrit l'angoisse. Retrouvera-t-on un jour son corps ? Ou bien a-t-il été dissous dans l'invisible, effacé par la patience glaciale d'un homme qui a passé un quart de siècle à perfectionner l'art de disparaître avec ses proies ? Le procès se prépare, mais sans cadavre, sans aveu, le dossier chancelle. Les avocats du suspect exploitent chaque faille, dénoncent un acharnement, pointent le manque de preuves irréfutables, le spectre d'un acquittement plane, insupportable pour la communauté. Les familles supplient. Ne laissez pas cet homme s'en tirer. La peur d'un échec judiciaire fait trembler la salle d'audience avant même que le procès ne commence. Pendant ce temps, des experts en criminologie brossent le portrait d'un prédateur patient, méthodique, jouant avec le temps comme d'autres jouent aux échecs. Ils parlent d'un homme qui choisissait ses victimes avec soin, qui observait leur routine pendant des semaines, qui frappait au moment exact où personne ne regardait. La disparition de 1994 n'était pas une erreur, mais une étape dans un plan plus vaste. Une partition sombre jouée sur plusieurs décennies. La ville se sent trahie. Comment un homme aussi ordinaire a-t-il pu vivre parmi eux ?
saluer chaque matin, faire ses courses, payer ses impôts, tout en cachant une double vie macabre? Les habitants se sentent complices malgré eux, aveugles d'avoir laissé passer un monstre sous leur nez. Les regards se détournent, les conversations s'étouffent, la honte s'ajoute à la peur. Et au cœur de ce tumulte, une rumeur enfle. Certains affirment avoir vu une silhouette près du cimetière les nuits précédant l'arrestation. D'autres parlent d'une deuxième personne, un complice peut-être, jamais identifié. Le doute ronge. Le suspect arrêté est-il vraiment le seul? Ou n'est-il que le visage visible d'un réseau plus large, d'une mécanique plus ancienne? Le mystère s'épaissit au lieu de se dissiper. Le juge ordonne des fouilles supplémentaires, des perquisitions élargies, des analyses ADN sur chaque fragment retrouvé. Les laboratoires croulent sous les preuves accumulées. Les experts travaillent jour et nuit, mais les résultats tardent. L'attente devient insupportable. Le mot vérité résonne comme une promesse toujours repoussée. Les résultats tombent enfin. Les laboratoires confirment que certains cheveux retrouvés dans les boîtes du grenier appartiennent bien à 2 disparus, dont les dossiers dormaient depuis plus de 20 ans. La stupeur est totale. Ce qui n'était qu'une rumeur devient vérité judiciaire. Le suspect, ce voisin discret, ce retraité banal, est désormais relié scientifiquement à plusieurs cold cases. Mais l'ombre s'épaissit encore, car d'autres mèches de cheveux, d'autres fragments d'ongles, d'autres tissus analysés ne correspondent à aucun dossier connu. Le champ de l'horreur s'élargit au-delà de l'imaginable. La ville se déchire. Certains respirent enfin, convaincus que le monstre est derrière les barreaux. D'autres tremblent, persuadés qu'il existe encore des complices, des zones d'ombre, des crimes jamais déclarés. Dans les rues, les caméras de télévision campent jour et nuit. Les micros s'arrachent les témoignages des voisins, des anciens collègues, des commerçants. Chacun rejoue ses souvenirs, chacun tente de justifier pourquoi il n'a jamais rien remarqué. Le visage banal du suspect devient une énigme. Comment un homme si ordinaire a-t-il pu cacher une noirceur si méthodique? Les enquêteurs reprennent tout depuis le début. Les archives jaunies sont rouvertes, les dossiers poussiéreux éparpillés sur les tables des commissariats. Les noms oubliés ressurgissent, les photos délavées des disparus recouvrent que les murs comme un cimetière silencieux. On y voit des regards jeunes, figés à jamais, des sourires innocents effacés par le vide. Chaque visage devient une accusation muette. Chaque photo murmure. Pourquoi n'avez-vous rien fait plus tôt? Dans la salle d'interrogatoire, l'homme reste impassible. Il fixe un point sur le mur, parfois un sourire imperceptible se dessine. Il refuse les aveux, joue avec les nerfs des enquêteurs. Son silence est une arme. Il sait que l'absence de corps fragilise l'accusation. Il sait que le doute est son allié. Ses avocats se nourrissent de cette stratégie, martelant que rien ne prouve qu'il est tué. Peut-être collectionnait-il simplement. Peut-être était-ce une fascination morbide, mais pas un meurtre. L'argument glace les familles, mais il prend racine dans les failles du dossier. Les experts psychiatres défilent. Certains parlent d'un manipulateur narcissique, d'autres d'un homme enfermé dans une double vie, capable de séparer la banalité du quotidien de ses pulsions nocturnes. Un rapport souligne sa capacité à anticiper, à contrôler, à se fondre dans le décor pour frapper sans jamais éveiller le soupçon. Un chasseur patient, invisible, qui utilisait le temps comme complice. Le public, lui, veut du sang, des réponses, une condamnation exemplaire. Les journaux titrent « Un suspect arrêté après 25 ans, coupable ou illusion ». Les débats télévisés enflamment les plateaux. Certains crient à la victoire de la justice. D'autres dénoncent une mascarade médiatique. Dans les cafés, on s'écharpe. Dans les foyers, on verrouille les portes. L'affaire est devenue un miroir des peurs collectives. Un détail relance soudain les spéculations. Dans un cahier saisi au domicile, griffonné d'une écriture nerveuse, on lit des fragments de phrases « Elle n'a pas crié. Elle est à moi. Ils ne comprendront jamais. » Les enquêteurs publient ces extraits, espérant de nouvelles pistes. Mais au lieu de clarifier, ils jettent de l'huile sur le feu. Qui est ce « elle » ? La victime de 1994 ou une autre jamais identifiée? Les familles se précipitent, chacune persuadée de reconnaître leur disparu dans ces mots glacials. La tension atteint un sommet.
Une marche blanche réunit des centaines de personnes dans la rue principale. Des bougies s'alignent, des portraits s'élèvent. Le silence est lourd, seulement brisé par les pleurs. Mais dans ce recueillement, une question obsède tout le monde. Et si ce n'était pas le seul? Car plusieurs témoins affirment avoir aperçu à l'époque une deuxième silhouette, une ombre complice. Rien n'est prouvé, mais l'idée s'infiltre comme un poison. L'arrestation qui devait clore l'affaire ne fait que l'ouvrir davantage. Les enquêteurs fouillent le passé du suspect, ses anciens lieux de travail, ses voyages, ses déménagements. Chaque adresse est examinée, chaque voisin interrogé. Des témoins décrivent un homme souvent absent la nuit, revenant au petit matin, les vêtements tachés de boue. D'autres racontent ses obsessions, des conversations étranges sur la mort, des questions répétées sur la disparition de la jeune femme. Avec le recul, tout semblait évident. Mais à l'époque, personne n'avait relié les points. Puis survient un rebondissement brutal. Dans une forêt à une 50aine de kilomètres, un randonneur découvre des ossements humains enfouis sous un amas de pierres. L'ADN confirme qu'il s'agit bien d'une des victimes disparues dans les années 80. Pas la jeune femme de 1994, mais une autre, oubliée depuis longtemps. L'onde de choc est immense. Les médias titrent « Cold Case débloqué », les bois livrent un secret macabre. Le lien avec le suspect devient écrasant. Son passé ressurgit sous forme de preuves tangibles. Pourtant, le mystère demeure. Le corps de la disparue de 1994 reste introuvable. Le suspect refuse de parler. Ses yeux brillent d'un éclat inquiétant chaque fois que son nom est prononcé. Comme s'il savourait le pouvoir de garder le dernier mot. Comme si son silence était une façon de rester maître du récit. La vérité, encore une fois, échappe, se dissout dans le brouillard d'un quart de siècle de mensonges. Les enquêteurs comprennent alors que le procès sera une guerre psychologique. D'un côté, des familles brisées réclamant justice. De l'autre, un homme qui se nourrit de leur désespoir. Et entre eux, une communauté suspendue au fil fragile d'un verdict incertain. Chaque révélation alimente l'angoisse. Chaque détail oublié devient une cicatrice qui se rouvre. L'affaire n'est plus seulement judiciaire. Elle est devenue un symbole, une lutte entre la mémoire et l'oubli, entre la vérité et le silence. Le procès s'ouvre sous haute tension. La salle d'audience est comble, saturée de journalistes, de familles brisées, de curieux avides de vérité. Chaque banc craque sous le poids des regards, chaque silence résonne comme un coup de tonnerre. L'accusé entre, menotté, le visage impassible, la démarche toujours marquée par cette boiterie qui le rend immédiatement identifiable. Mais ses yeux, sombres et froids, balaient la salle comme pour rappeler qu'il garde encore le contrôle. Il ne parle pas, il ne montre rien, il se contente d'exister comme une énigme. Le procureur déroule l'acte d'accusation. Boîte de trophées, cheveux analysés, cassettes audio, cahiers griffonnés, témoignages concordants. L'accusation décrit un prédateur méthodique, actif sur plusieurs décennies, ayant transformé le temps en allié. Mais les avocats de la défense répliquent avec férocité. Absence de corps principal, preuves circonstancielles, possibilité de faux souvenirs. Le doute est leur arme. Ils veulent fracturer la certitude, instiller l'idée que tout ceci n'est qu'un montage, un emballement médiatique. Les familles s'écoutent, le souffle court. La mère de la disparue de 1994 serre un mouchoir trempé de larmes. Le père fixe l'accusé avec une intensité qui brûle. Chaque mot prononcé dans la salle devient une lame qui rouvre des plaies vieilles de 25 ans. L'audience n'est pas seulement un procès, c'est une exhumation de douleur, un défilé de souvenirs étouffés, une plaie collective mise à nu devant les caméras. Les témoins défilent. Une ancienne serveuse décrit l'accusé assis au fond du café, observant la victime chaque soir, immobile, silencieux. Un voisin raconte ses absences nocturnes, ses retours à l'aube, ses habits maculés de boue. Un collègue se souvient de ses fixations morbides, de ses discussions sur les disparitions locales, de son intérêt soudain chaque fois qu'une jeune femme s'évaporait. Les récits s'empilent, formant une toile d'obsession et de manie. Puis vient la diffusion des cassettes. Dans la salle, le grésillement des haut-parleurs glace l'assistance. On entend le souffle lourd, la voix déformée, les mots chuchotés. « Elle est à moi.
Elle n'a pas crié. Les familles se recroquevillent, les journalistes notent frénétiquement, les jurés détournent les yeux. Chaque seconde de bande magnétique est un coup de massue. Mais la défense s'accroche. La voix n'est pas formellement attribuée, les experts divergent, rien n'est irréfutable. L'accusé garde son masque impassible, comme si tout cela n'était qu'une mise en scène qu'il avait lui-même orchestrée. La presse s'emballe. Un suspect arrêté après 25 ans, coupable ou bouc émissaire. Les chaînes d'information diffusent en continu. Les débats télévisés se déchirent. Dans les rues, les conversations s'enflamment. La peur renaît. Car si l'homme est coupable, combien de victimes restent encore à découvrir? Et s'il est innocent, cela signifie qu'un autre rôde toujours, libre, invisible. Dans les deux cas, la communauté est condamnée à l'angoisse. Les experts médico-légaux prennent la parole. ADN, fibres, correspondance. Chaque résultat scientifique rapproche l'accusé des disparitions. Mais jamais assez pour briser définitivement la défense. Toujours une marge, toujours une incertitude. Les jurés vacillent, ballottés entre horreur et doute. L'affaire devient un champ de bataille entre vérité et technique, entre mémoire et procédure. Et dans les couloirs du tribunal, les familles se croisent. Certaines s'effondrent, d'autres se serrent dans des étreintes silencieuses. Les regards implorent une justice qui semble s'éloigner à mesure que les arguments s'entrelacent. La ville entière est suspendue au verdict, prisonnière d'un suspense insoutenable. Et puis survient un moment d'une intensité rare. À la barre, un témoin inattendu, un ancien policier, aujourd'hui à la retraite, qui avoue avoir vu le suspect près de la scène du crime en 1994, mais qui, par manque de preuves à l'époque, avait eu son observation. Sa voix tremble, sa confession déclenche un tumulte. Pourquoi a-t-il gardé le silence? Pourquoi n'a-t-il rien dit alors que tout aurait pu être stoppé? Le doute se déplace. Est-ce l'homme seul qui est coupable ou un système entier qui a failli? La défense tente de discréditer ce témoin tardif, mais l'impact est déjà là. La salle sent que quelque chose vient de basculer. Pourtant, malgré ce poids supplémentaire, le corps de la victime reste introuvable. Et sans ce corps, sans cette preuve ultime, le procès se joue à la frontière fragile de la conviction intime. L'accusé, lui, ne bronche pas. Il savoure. Ses lèvres esquissent parfois un sourire, comme s'il goûtait la confusion qu'il sème, le chaos qu'il laisse derrière lui. Il n'est pas seulement jugé. Il dirige encore, depuis son box, une pièce dont il est le metteur en scène invisible. Le tribunal est son théâtre, et la ville entière son public captif. Les jours passent, les plaidoiries s'achèvent, la tension est insoutenable, le jury se retire, laissant la salle dans une attente glacée. Des heures interminables où chacun se rejoue 25 ans de mystère, d'angoisse, de colère. Le silence est si lourd qu'on entendrait tomber une épingle. Quand enfin les jurés reviennent, tous les regards convergent, les cœurs battent à l'unisson. Le verdict va tomber, mais la vérité, elle, reste suspendue quelque part, entre les murs de ce tribunal et les ombres épaisses d'un passé qui ne veut pas mourir. Le verdict tombe dans une atmosphère suffocante. Coupable, annoncent les jurés. Coupable d'enlèvement et de séquestration multiples. Coupable d'avoir brisé des vies. Coupable d'avoir laissé derrière lui un sillage de disparus. La salle explose, certains crient, d'autres pleurent, d'autres encore restent figés dans un silence de pierre. Les familles se serrent, quelques larmes de soulagement coulent, mais la douleur n'est pas effacée, car le mot le plus attendu n'a pas été prononcé. Meurtre. Sans corps, sans aveu, la condamnation n'a pas atteint son sommet. L'accusé est condamné à de longues années de prison, mais pas à la perpétuité que beaucoup espéraient. Un goût amer se répand, comme une victoire incomplète. L'homme est emmené, menotté, son visage toujours impassible, mais certains jurent avoir vu, au coin de ses lèvres, ce rictus glacial, cette satisfaction malsaine, comme s'il avait encore gagné, d'une certaine manière, comme si garder le silence sur le sort de la disparue de 1994 lui donnait le pouvoir ultime. Il entre en prison, mais son mystère reste libre, son ombre continue de planer. Dans les jours qui suivent, la presse s'enflamme. Les titres se succèdent, un suspect arrêté après 25 ans, condamné mais sans cadavre, le monstre ordinaire enfermé, la vérité toujours absente. Les chaînes diffusent en boucle les images du verdict, les cris des familles, le visage de pierre du coupable.
Le pays entier suit l'affaire, fasciné, horrifié, incapable de détourner le regard. Le mot cold case devient un refrain obsédant, symbole d'une blessure jamais refermée. Les familles des victimes s'expriment. Certaines remercient la justice, d'autres dénoncent son incomplétude. La mère de la disparue de 1994 répète inlassablement « Où est-elle ? Rendez-nous notre fille !» Sa voix se brise à chaque syllabe, mais ses yeux restent vifs, habités par une détermination farouche. Le père, lui, s'enferme dans le silence, hanté par le vide. La condamnation n'a rien réparé. Le manque reste un gouffre. Les enquêteurs, malgré le procès clos, continuent de chercher. Dans les bois, les champs, les caves, les rivières, on retourne la terre, on fouille les ruisseaux, on scrute les cartes anciennes. Chaque pierre déplacée pourrait révéler un secret. Mais le sol reste muet. La vérité demeure enfouie quelque part, hors de portée. Les policiers savent qu'ils affrontent un adversaire invisible, qui a toujours eu un coup d'avance. Dans les médias, des experts décryptent le profil du condamné. Un prédateur invisible, un homme qui avait appris à se rendre banal pour mieux se dissimuler. Un travailleur ordinaire, un voisin effacé, mais un stratège redoutable, obsédé par le contrôle. Sa force, le temps. Sa patience, une arme. Ses crimes, une suite calculée, presque chorégraphiée, où chaque disparition était un acte d'une même pièce macabre. Les criminologues parlent d'un maître de l'attente, d'un homme qui savourait le silence plus que le cri, qui trouvait sa jouissance dans l'absence, pas dans l'acte lui-même. Mais au-delà des analyses, une rumeur grandit. Dans la ville, certains murmurent qu'il n'était pas seul. Un complice, une ombre dans l'ombre, aurait partagé son secret. Des témoins affirment avoir vu 2 silhouettes, 2 pas différents dans la nuit du 1994. Le doute s'insinue, corrosif. Et si l'arrestation n'avait été qu'une moitié de vérité? Et si l'autre moitié courait toujours, invisible, prête à frapper de nouveau? La peur revient, sous une forme nouvelle. Non plus la peur du monstre caché derrière le voisin banal, mais celle de l'inconnu resté dehors. Les familles des disparus redoutent un appel, une lettre, une photo surgissant du passé. Les habitants vérifient leurs serrures, surveillant leurs rues, chuchotent entre eux. La condamnation n'a pas libéré la ville, elle l'a plongée dans un doute plus profond. Pendant ce temps, le condamné reste muré dans son silence. En prison, il observe, il écrit, il conserve son aura de mystère. Les gardiens rapportent qu'il ne parle presque jamais, qu'il fixe le vide, qu'il trace des signes étranges sur des feuilles, qu'il détruit aussitôt. Ses co-détenus le décrivent comme un bloc de glace, inaccessible, insaisissable. Pour certains, il est déjà plus légende que réalité, plus spectre que chair. Et dans la ville, les anniversaires de la disparition continuent. Chaque année, une marche blanche, des bougies alignées, des visages tournés vers l'absence. Chaque flamme vacillante rappelle que la vérité n'est pas encore sortie des ténèbres. L'affaire est close sur le papier, mais dans les cœurs, elle reste ouverte, béante, saignante, un dossier classé cold case mais jamais refermé dans la mémoire collective. Le nom de la disparue de 1984 résonne comme une blessure nationale. Son absence est plus présente que jamais. Et derrière les barreaux, son bourreau présumé garde la clé du mystère, sans jamais l'offrir. Le temps, encore une fois, devient son complice. 25 ans d'attente, 25 ans de silence. Et encore l'éternité devant lui pour savourer ce pouvoir invisible qu'il exerce sur une communauté entière. Le verdict tombe dans une atmosphère suffocante, coupable, annoncent les jurés, coupable d'enlèvement et de séquestration multiples, coupable d'avoir brisé des vies, coupable d'avoir laissé derrière lui un sillage de disparus. La salle explose, certains crient, d'autres pleurent, d'autres encore restent figés dans un silence de pierre. Les familles se serrent, quelques larmes de soulagement coulent, mais la douleur n'est pas effacée. Car le mot le plus attendu n'a pas été prononcé. Meurtre. Sans corps, sans aveu, la condamnation n'a pas atteint son sommet. L'accusé est condamné à de longues années de prison, mais pas à la perpétuité que beaucoup espéraient. Un goût amer se répand, comme une victoire incomplète. L'homme est emmené, menotté, son visage toujours impassible, mais certains jurent avoir vu, au coin de ses lèvres, ce rictus glacial, cette satisfaction malsaine, comme s'il avait encore gagné d'une certaine manière.
comme si garder le silence sur le sort de la disparue de 1994 lui donnait le pouvoir ultime. Il entre en prison, mais son mystère reste libre, son ombre continue de planer. Dans les jours qui suivent, la presse s'enflamme. Les titres se succèdent. Un suspect arrêté après 25 ans, condamné mais sans cadavre, le monstre ordinaire enfermé, la vérité toujours absente. Les chaînes diffusent en boucle les images du verdict, les cris des familles, le visage de Pierre du coupable. Le pays entier suit l'affaire, fasciné, horrifié, incapable de détourner le regard. Le mot « cold case » devient un refrain obsédant, symbole d'une blessure jamais refermée. Les familles des victimes s'expriment. Certaines remercient la justice, d'autres dénoncent son incomplétude. La mère de la disparue de 1994 répète inlassablement « Où est-elle ? Rendez-nous notre fille ». Sa voix se brise à chaque syllabe, mais ses yeux restent vifs, habités par une détermination farouche. Le père, lui, s'enferme dans le silence, hanté par le vide. La condamnation n'a rien réparé, le manque reste un gouffre. Les enquêteurs, malgré le procès clos, continuent de chercher. Dans les bois, les champs, les caves, les rivières, on retourne la terre, on fouille les ruisseaux, on scrute les cartes anciennes. Chaque pierre déplacée pourrait révéler un secret. Mais le sol reste muet. La vérité demeure enfouie quelque part, hors de portée. Les policiers savent qu'ils affrontent un adversaire invisible qui a toujours eu un coup d'avance. Dans les médias, des experts décryptent le profil du condamné. Un prédateur invisible, un homme qui avait appris à se rendre banal pour mieux se dissimuler. Un travailleur ordinaire, un voisin effacé, mais un stratège redoutable, obsédé par le contrôle. Sa force, le temps. Sa patience, une arme. Ses crimes, une suite calculée, presque chorégraphiée, où chaque disparition était un acte d'une même pièce macabre. Les criminologues parlent d'un maître de l'attente, d'un homme qui savourait le silence plus que le cri, qui trouvait sa jouissance dans l'absence, pas dans l'acte lui-même. Mais au-delà des analyses, une rumeur grandit. Dans la ville, certains murmurent qu'il n'était pas seul. Un complice, une ombre dans l'ombre, aurait partagé son secret. Des témoins affirment avoir vu 2 silhouettes, 2 pas différents, dans la nuit de 1994. Le doute s'insinue, corrosif, et si l'arrestation n'avait été qu'une moitié de vérité, et si l'autre moitié courait toujours, invisible, prêt à frapper de nouveau, la peur revient, sous une forme nouvelle, non plus la peur du monstre caché derrière le voisin banal, mais celle de l'inconnu resté dehors. Les familles des disparus redoutent un appel, une lettre, une photo surgissant du passé. Les habitants vérifient leurs serrures, surveillent en leurs rues, chuchotent entre eux. La condamnation n'a pas libéré la ville, elle l'a plongée dans un doute plus profond. Pendant ce temps, le condamné reste muré dans son silence. En prison, il observe, il écrit, il conserve son aura de mystère. Les gardiens rapportent qu'il ne parle presque jamais, qu'il fixe le vide, qu'il trace des signes étranges sur des feuilles qu'il détruit aussitôt. Ses codétenus le décrivent comme un bloc de glace, inaccessible, insaisissable. Pour certains, il est déjà plus légende que réalité, plus spectre que chair. Et dans la ville, les anniversaires de la disparition continuent. Chaque année, une marche blanche, des bougies alignées, des visages tournés vers l'absence. Chaque flamme vacillante rappelle que la vérité n'est pas encore sortie des ténèbres. L'affaire est close sur le papier, mais dans les cœurs, elle reste ouverte, béante, saignante. Un dossier classé cold case, mais jamais refermé dans la mémoire collective. Le nom de la disparue de 1994 résonne comme une blessure nationale. Son absence est plus présente que jamais. Et derrière les barreaux, son bourreau présumé garde la clé du mystère, sans jamais l'offrir. Le temps, encore une fois, devient son complice. 25 ans d'attente, 25 ans de silence, et encore l'éternité devant lui pour savourer ce pouvoir invisible qu'il exerce sur une communauté entière. Les années passent, mais le mystère ne s'éteint pas. Derrière les barreaux, l'homme garde le silence, et dehors, la ville reste prisonnière de ses questions. Chaque anniversaire de la disparition de 1994 est marqué par des bougies, des prières, des visages tournés vers une absence. Mais l'absence n'est plus seulement celle d'une victime,
c'est celle d'une vérité qu'on n'arrive pas à saisir. Les familles s'usent, les enquêteurs vieillissent, mais le doute, lui, demeure intact. Un soir, une journaliste d'investigation exhume des documents oubliés dans un dépôt d'archives. Des photos jaunies, prises par un agent municipal en 1995, montrent une silhouette stationnant près du cimetière, quelques jours après la disparition. L'image est floue, granuleuse, mais certains jurent reconnaître le condamné. D'autres y voient quelqu'un de plus grand, de plus mince. Le débat s'ouvre à nouveau. Et si un complice avait existé? Et si le véritable maître d'orchestre n'était pas celui qu'on avait enfermé? Les médias relancent la machine. Un suspect arrêté après 20 quinquennats. Mais l'affaire, loin d'être close. Les titres claquent, les plateaux télé s'enflamment, les réseaux sociaux s'embrasent. Les habitants redécouvrent leur peur, celle qui avait glacé les nuits des années 90. Les rues semblent plus sombres, les fenêtres se ferment plus tôt. Les murmures reprennent. Le monstre est peut-être encore dehors. Dans sa cellule, le condamné apprend la nouvelle. Les gardiens racontent qu'il a esquissé un sourire. Un seul, bref, mais assez pour glacer le sang. Comme s'il savourait que son silence continue d'envenimer la ville. Comme s'il tirait les ficelles, même enfermé. Ces lettres, interceptées par l'administration pénitentiaire, sont pleines de phrases énigmatiques. Ce n'était jamais qu'un jeu. Ils ne trouveront pas ce qu'ils cherchent. Elle m'appartient encore. Des mots qui sèment la confusion, entretiennent le feu, transforment son mutisme en arme. Les enquêteurs, frustrés, multiplient les fouilles. Des puits abandonnés sont vidés, des caves murées sont ouvertes, des forêts entières sont ratissées. Des drones, des chiens, des détecteurs de métaux, rien n'est épargné. Mais chaque opération se solde par du vide, des ossements d'animaux, des traces anciennes qui ne parlent pas. La vérité continue de se dérober, cruelle, insaisissable. Puis survient un autre choc. Une femme, ancienne camarade de classe de la disparue, se présente à la police. Elle raconte avoir reçu, il y a des années, une carte postale anonyme, sans signature, postée de l'étranger. Sur la carte, une photo d'une plage déserte et ces mots « Tu crois qu'elle est morte ?» La femme avait cru à une mauvaise blague, mais aujourd'hui, elle en est certaine. C'était un message du prédateur. L'enquête se déplace alors vers l'extérieur du pays, des frontières sont explorées, des pistes internationales envisagées. Mais là encore, le brouillard engloutit les indices. La communauté sombre dans une double réalité. D'un côté, un coupable officiellement condamné, de l'autre, l'impression persistante d'un mystère non résolu. Les familles oscillent entre gratitude et désespoir. Certaines disent avoir enfin obtenu une forme de justice. D'autres refusent de croire que l'histoire s'arrête là. Le père de la victime de 1984 confie à un journaliste. « Tant que je ne sais pas où elle est, rien n'est terminé. » La rumeur du complice grandit. Dans les bars, dans les écoles, dans les journaux locaux, un nom circule. Celui d'un ami proche du condamné, disparu de la région peu après 1994. Aucun lien concret n'est établi, mais la coïncidence frappe. Les enquêteurs rouvrent ses traces, consultent ses dossiers, interrogent d'anciens témoins. Le spectre d'une deuxième ombre grandit, et avec lui, l'idée que la ville a peut-être hébergé 2 monstres, pas un seul. Pendant ce temps, en prison, le condamné continue d'observer, de manipuler. Ses entretiens avec des psychiatres se terminent toujours par le même silence. Ses yeux fixes, ses lèvres se scellent, mais un détail trouble. Dans ses dessins confisqués, on retrouve sans cesse la même silhouette féminine, des traits approximatifs, mais reconnaissables. Certains y voient le visage de la disparue. D'autres affirment qu'il s'agit d'une figure inventée, un symbole de sa domination. Quoi qu'il en soit, l'effet est le même. Une hantise renouvelée. La ville se fige dans une attente morbide. Chaque découverte est un espoir brisé, chaque rumeur une cicatrice rouverte. Le mot cold case est devenu une malédiction locale, une marque indélébile. L'arrestation n'a pas apporté la paix. Elle a ouvert une plaie plus large, une peur nouvelle, celle d'un mystère qui ne veut pas mourir. Et dans cette atmosphère lourde, une question persiste, lancinante. Est-ce que la vérité est vraiment derrière les barreaux, ou erre-t-elle encore, quelque part, tapie dans les ombres, prête à rappeler à la ville que certaines histoires ne se terminent jamais?
L'hiver s'abat sur la ville comme un couvercle de glace, et avec lui, le poids d'un secret qui ne faiblit pas. 25 années de silence, et malgré une condamnation, le mystère ronge encore les consciences. Les familles continuent d'attendre, les habitants continuent de chuchoter, et dans les couloirs sombres de la prison, l'homme arrêté demeure impassible, maître de son mutisme. Mais un soir, tout vacille. Un gardien rapporte qu'il a surpris le détenu en train de parler seul, à voix basse, répétant toujours les mêmes mots. La rivière, la rivière. La nouvelle fuit du pénitencier et se répand comme une traînée de poudre. Les enquêteurs reprennent immédiatement les cartes des environs, les cours d'eau, les zones marécageuses, les lacs oubliés. Des expéditions sont lancées, des plongeurs sondent les profondeurs. Le gel rend la recherche difficile, mais l'espoir renaît. Peut-être que, cette fois, la clé du mystère se cache sous les eaux. La presse s'enflamme à nouveau. Un suspect arrêté après 25 ans, nouvel indice glaçant. Les journaux diffusent des images de plongeurs émergeant avec des sacs scellés, des fragments de tissu, des objets rouillés. Chaque découverte est analysée, mais rien n'apporte de réponse définitive. Les espoirs sont aussitôt noyés sous l'incertitude. Les familles retiennent leur souffle, oscillant entre l'angoisse et la résignation. Dans la cellule du condamné, les psychiatres tentent d'interpréter. Était-ce un aveu involontaire, une faille dans son armure, ou simplement une nouvelle manipulation? Car depuis le début, il semble jouer avec le temps, avec les émotions, avec la douleur des autres. Son silence, puis ses phrases énigmatiques sont peut-être des coups calculés, des pièces d'un échiquier invisible. Chaque mot est une arme, chaque silence une stratégie, et pourtant, les recherches s'intensifient. Les berges sont fouillées, les fonds sondés, les radars scrutent les anomalies sous-marines. Plusieurs ossements sont retrouvés, mais tous appartiennent à des animaux. Le vide se répète, implacable. La vérité, encore une fois, se dérobe. Les enquêteurs s'usent, les familles s'effondrent. La rivière devient un symbole, un gouffre avalant les espoirs. Un ancien ami du condamné sort alors du silence. Interviewé par un journaliste, il raconte leurs nuits d'errance, leurs escapades dans les bois, leurs conversations morbides. Il parle d'un pacte de silence, d'une obsession pour la disparition parfaite, d'un fantasme partagé, faire disparaître quelqu'un pour toujours, sans laisser de traces. Ces mots résonnent comme une révélation, mais aussi comme une malédiction. Si ce pacte a existé, cela signifie que l'homme arrêté n'était pas seul. Cela signifie qu'un autre, quelque part, détient encore une part du secret. Les habitants se divisent. Certains refusent d'y croire, d'autres sont convaincus que la ville héberge toujours une ombre invisible. Des regards se tournent vers d'anciens visages oubliés, des disparus de la région, des hommes qui ont quitté la ville sans explication. La paranoïa renaît. Les conversations s'emplissent de soupçons. Le monstre enfermé n'est peut-être qu'une moitié de vérité. En prison, l'homme garde son masque. Ses yeux s'allument parfois d'une lueur étrange quand on prononce le mot complice. Mais il ne dit rien. Il laisse planer l'ambiguïté, il nourrit la peur. Les psychiatres parlent d'un stratège psychologique capable de transformer chaque non-dit en arme de domination. Sa force n'est plus dans ses actes, mais dans le vide qu'il entretient. La communauté sombre dans une obsession. Des associations de citoyens s'organisent, fouillent elles-mêmes les bois, interrogent les anciens voisins, collectent des témoignages. Internet se remplit de forums, de théories, de cartes interactives retraçant chaque disparition. Le cold case est devenu une affaire nationale, un mythe moderne, une plaie collective que chacun veut résoudre. Mais plus les recherches avancent, plus les questions se multiplient. Puis survient un nouvel élément troublant. Dans une boîte oubliée au grenier du suspect, les enquêteurs découvrent une vieille clé rouillée, attachée à une étiquette portant une date. 12 octobre 1995, le soir de la disparition. Mais aucune serrure correspondante n'a encore été trouvée. Où mène cette clé? À une cave scellée? À un casier de gare? À un endroit encore ignoré? Le mystère s'épaissit, la tension grimpe. La clé devient le symbole de la vérité encore enfermée quelque part, intacte, silencieuse.
La presse, les familles, les habitants, tous attendent. Le procès a condamné un homme, mais la vérité, elle, reste suspendue. Et derrière les barreaux, le condamné sourit dans l'ombre, comme s'il savait que tant que le corps n'a pas été retrouvé, tant que la clé n'a pas révélé son secret, c'est lui qui détient encore le pouvoir. La clé retrouvée devient une obsession. Les enquêteurs la tournent entre leurs doigts comme si le métal pouvait parler. Une vieille clé rouillée, lourde, marquée d'un numéro à moitié effacé. 12 octobre 1994. La date n'est pas une coïncidence. Elle est un message, une provocation, ou peut-être l'ultime pièce d'un puzzle inachevé. Mais aucune serrure ne cède, aucun lieu connu ne correspond. Alors les recherches reprennent, méticuleuses, frénétiques. On explore des caves murées, des casiers de gares abandonnés, des coffres rouillés dans des entrepôts oubliés. Chaque cliquetis de métal contre le fer fait trembler d'espoir et d'angoisse. Dans la prison, le condamné apprend la nouvelle. Ses lèvres esquissent ce sourire glacial que tout le monde redoute. Comme s'il avait toujours su que la clé finirait par être découverte, comme si tout faisait partie de son plan, même derrière les barreaux. Il ne dit rien, mais son silence est une réponse. Les gardiens racontent qu'il gratte chaque nuit le mur de sa cellule avec ses ongles, comme s'il dessinait une carte invisible. Le mystère ne cesse de grandir. Les médias s'emparent aussitôt de cette révélation. Un suspect, arrêté après 25 ans. La clé du secret enfin trouvée. Les débats télévisés s'enflamment, les experts s'affrontent. S'agit-il d'un indice crucial ou d'une fausse piste laissée volontairement pour brouiller les pistes? Les familles, elles, oscillent entre espoir et terreur. Et si la clé menait enfin au corps de la disparue? Et si, au contraire, elle ne faisait que prolonger le supplice? Une équipe d'archéologues judiciaires est mobilisée. Ils fouillent une ancienne usine désaffectée où le suspect travaillait dans les années 90. Dans un sous-sol scellé, ils trouvent une porte métallique, rongée par la rouille, dont la serrure correspond presque parfaitement à la clé. La tension est insoutenable. Les caméras s'alignent, les familles attendent. Quand la clé tourne enfin dans la serrure, un silence total s'abat. La porte grince, s'ouvre lentement, révélant une pièce plongée dans l'obscurité. À l'intérieur, des chaises renversées, des chaînes rouillées, des journaux éparpillés au sol, tous datés d'octobre 1991. L'air est lourd, saturé d'humidité. Mais aucun corps. Pas de restes humains, pas de traces identifiables. Seulement un vide qui hurle, un vide qui pèse plus lourd qu'une preuve. Comme si la pièce avait été un théâtre, une scène de séquestration, mais nettoyée avec une précision clinique. Les enquêteurs sentent qu'ils ont touché du doigt la vérité, mais qu'elle s'est échappée encore une fois, insaisissable. Les familles s'effondrent. La mère de la disparue crie dans les micros. « Vous jouez avec nous ». Le père, muet, fixe la clé dans la main d'un policier, comme si ce morceau de métal contenait l'âme de sa fille. Les enquêteurs se sentent impuissants, prisonniers d'un labyrinthe où chaque couloir débouche sur une nouvelle impasse. La ville, elle, retient son souffle. Dans la cellule, le condamné continue de se taire. Mais un gardien rapporte qu'il a griffonné sur un morceau de papier une phrase. Ce qui est perdu doit le rester. La note est confisquée, ajoutée au dossier. Mais elle n'explique rien. Elle ajoute seulement une couche de brouillard. La presse déchaîne. De nouveaux titres. La clé ouvre la porte du vide. Un suspect arrêté après 25 ans. Le mystère redouble. Les experts médiatiques parlent d'un jeu psychologique, d'un prédateur qui a toujours voulu que son œuvre reste incomplète, suspendue dans l'angoisse. Les habitants redoutent que l'histoire ne s'éteigne jamais, que le mystère ne devienne leur héritage. Et une question obsède tout le monde. Pourquoi avoir gardé la clé? Pourquoi conserver, pendant 25 ans, l'objet même qui pouvait le trahir? Était-ce un trophée de plus ou un fil tendu volontairement pour prolonger le supplice? Certains pensent qu'il voulait être découvert, que son arrestation faisait partie du scénario. D'autres affirment qu'il reste un complice dehors, celui qui détient la suite de la vérité. La clé n'a pas libéré la communauté. Elle l'a enchaînée davantage. Chaque nuit, les habitants rêvent de cette porte rouillée, de cette pièce vide, de ce silence qui hurle. La ville vit désormais dans une boucle. Condamnation, découverte, espoir, désillusion. Le mystère ne s'efface pas, il se renforce. Et dans les couloirs glacés de la prison,
le condamné ferme les yeux, comme pour savourer la peur qu'il continue de répandre. Il est derrière les barreaux, mais il tient toujours la ville entière dans son poing invisible. Le cold case reste ouvert, et la clé, symbole fragile de vérité, n'a fait que rappeler à tous que certaines portes ne s'ouvrent que sur l'abîme. Le temps a passé, mais le dossier continue de hanter chaque rue, chaque visage, chaque souvenir. 25 ans, puis l'arrestation, puis la clé, puis la pièce vide. À chaque étape, l'espoir a surgi, brutal, avant de se briser comme du verre. La communauté est fatiguée, mais prisonnière de ce mystère qui refuse de mourir. Les familles, elles, vivent dans une boucle interminable. La douleur, l'attente, l'illusion de la vérité. La mère de la disparue répète encore, à voix basse, comme une prière obsédante. Où est-elle ? Où est-elle ? Dans la prison, l'homme condamné vieillit. Ses cheveux blanchissent, sa peau se creuse, mais ses yeux restent les mêmes. Froids, sombres, implacables. Il ne parle pas, ou seulement par énigme. Chaque entretien avec lui est une descente dans un gouffre. Les psychiatres notent ses silences comme des aveux inversés. Ses codétenus racontent qu'il chuchote parfois, la nuit, des phrases sans suite. Elle est encore là. Ils n'ont rien compris. Certains pensent qu'il délire, d'autres qu'il se moque. Mais tous sentent que cet homme, même enfermé, garde une emprise invisible sur l'extérieur. La clé, exposée dans une vitrine du commissariat, est devenue un symbole. Les habitants viennent la voir comme on visite une relique maudite. Les bougies s'allument devant la vitre, les fleurs s'accumulent. Ce morceau de métal est désormais plus qu'un indice. C'est un tombeau sans corps, un cercueil sans dépouille. La vérité tient dans un objet muet, et chacun l'interprète à sa façon. Les enquêteurs, malgré les années, refusent d'abandonner. Certains, à la retraite, continuent de fouiller sur leur temps libre. D'anciens agents, obsédés, reprennent les cartes, les témoignages, les photos, comme si la réponse se cachait entre deux lignes oubliées. Mais plus ils cherchent, plus l'affaire devient un labyrinthe sans sortie. Le cold case est devenu un monstre en soi, une entité qui dévore la vie de ceux qui s'y consacrent. Puis, une nuit, une alarme se déclenche à la prison. Le condamné est retrouvé inanimé dans sa cellule. Mort naturelle, disent les médecins. Son cœur a lâché, comme si le temps avait enfin décidé de le rattraper. Mais au moment où la nouvelle tombe, une autre question éclate comme une bombe. Emporte-t-il avec lui la vérité ? Ses lèvres se sont refermées pour toujours, sans jamais livrer le secret. Les familles s'effondrent à nouveau. Le procès avait donné une condamnation, la prison une punition, mais pas de corps, pas de lieu, pas de certitude. Les journaux frappent fort. Un suspect arrêté après 20 ans. Mort sans révéler la vérité. Les gros titres résonnent comme une condamnation collective. La communauté réalise qu'elle ne saura peut-être jamais. Les bougies s'allument encore, mais cette fois dans le silence le plus absolu. Comme si même les mots avaient été avalés par le vide. Alors l'affaire devient une légende. Dans les écoles, les enfants murmurent qu'au détour d'une rue, on peut encore croiser l'ombre de la disparue. Les adolescents se défient d'entrer dans la forêt où des ossements avaient été retrouvés. Les anciens se taisent, mais leur regard porte la peur d'un passé toujours présent. Le cold case vit désormais dans l'imaginaire, dans les contes nocturnes, dans les cauchemars transmis de génération en génération. Mais pour les familles, ce n'est pas un mythe. C'est un gouffre. Le vide de la tombe sans corps, l'absence de la vérité, le silence devenu éternel. Elles déposent encore des fleurs, elles murmurent encore des noms, elles allument encore des flammes qui vacillent dans la nuit. L'arrestation n'a pas suffi, la mort du suspect non plus. Le temps n'efface rien. La ville, elle, garde une cicatrice. Une cicatrice ouverte, rouge, toujours sensible. Chaque bruit de pas dans une ruelle, chaque fenêtre éclairée tard dans la nuit, chaque silence pesant rappelle que certaines ombres ne disparaissent jamais vraiment. Le cold case n'est plus seulement une affaire policière, c'est une empreinte psychologique gravée dans la mémoire collective. Et dans ce silence lourd, une vérité s'impose. Il n'y aura peut-être jamais de réponse. Le mystère restera suspendu, comme une lame invisible au-dessus de la communauté. Ce qui devait apporter la paix n'a apporté que des doutes.
Ce qui devait clore l'histoire l'a prolongée. Ce qui devait libérer les familles les a enchaînés davantage. Alors, quand la nuit tombe sur la ville et que le brouillard recouvre à nouveau les rues, on croirait presque entendre un murmure dans l'air glacé. Elle est encore là, un écho sans fin, une voix qui ne s'éteint pas. Le dossier est clos dans les archives, mais dans les esprits, il reste ouvert, béant, éternel, car certains secrets refusent d'être enterrés.